Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Camille Arty. Aujourd'hui, je prends la parole pour vous parler d'une très belle expérience que j'ai vécue récemment, il y a tout pile un mois, à l'heure où je filme. En effet, j'ai eu mon premier rôle de soliste à l'opéra, alors petit rôle, mais pour autant, je me suis régalée. Et j'ai très envie de vous parler de ça aujourd'hui. Il s'agissait de l'opéra La Belle Hélène d'Offenbach, qui ici a été dirigé par Maxime Pitois et mise en scène par Ismaël Gutierrez. Nous avons joué tout ça au Zénith de Dijon les 17 et 18 mai. Et ce sera bientôt diffusé à la télévision le 25 juin prochain sur France 3 Bourgogne à 23h45. Ce sera aussi disponible sur le replay de France 3 Bourgogne. Replay qui, je pense, est disponible pour tous les gens, que vous habitiez en Bourgogne ou pas. Et si vous vous rendez sur la chaîne YouTube de France 3 Bourgogne, vous pourrez constater qu'on nous a déjà consacré une petite série de reportages la semaine juste avant nos représentations, donc la semaine du 12 mai 2025. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous raconter comment est-ce que j'ai vécu tout ça, je vais juste me présenter un petit peu. Alors ici, je m'appelle Camille Arty et c'est pas pour rien que j'ai choisi ce pseudo puisque Arty en italien, ça signifie art au pluriel. Je suis d'origine sicilienne. D'ailleurs, l'Italie est le berceau de l'opéra, c'est pas pour rien aussi que j'ai voulu faire honneur à mes origines. Et ici, sur cette plateforme qui s'étend aussi à TikTok, Instagram, YouTube, je parle des arts au pluriel, et ma spécialité c'est notamment de chanter de l'opéra et de proposer des imitations humoristiques. Donc, pour commencer, comment est-ce que j'ai été prise dans cet opéra? Eh bien, ça arrive assez souvent que via mon conservatoire, on reçoive des propositions que nous transfère notre prof sur des projets qui se montent à droite à gauche. Mais souvent, c'est plus des projets pour être choriste parce que, ben, on a encore des étudiants. Alors, le chant lyrique, surtout le chant lyrique, on peut apprendre ça et souvent on apprend ça toute sa vie. Il y a beaucoup de professionnels qui continuent à prendre des cours. Mais voilà, ce que je veux dire par là, c'est que nous, on n'a pas beaucoup d'expérience, surtout de l'expérience professionnelle sur scène. Et donc souvent, c'est plus des projets de choristes qui nous sont proposés. Et là, je vois un mardi soir, je me rappelle très bien, je reçois un mail avec pour objet recherche de solistes pour La Belle Hélène d'Offenbach, pour des rôles secondaires. Et effectivement, je vois qu'on recherche entre autres une mezzo, ce qui est ma tessiture. Je redemande quand même à ma prof de chant. Elle me confirme qu'il s'agit bien de ça, donc moi trop contente, je lui dis: «Bah, vous pouvez d'ores et déjà, envoyer ma candidature à Maxime Pitois» et j'apprends par là même que cet opéra est monté par un organisme qui s'appelle le Lab Opéra, qui a pour vocation de faire monter sur scène, enfin pas forcément de faire monter sur scène, mais de rassembler artistiquement des professionnels, des semi-professionnels, des amateurs, voilà, des gens, d'horizons assez différents. C'est la vocation même de cet organisme et je trouve ça génial évidemment. Je demande à Maxime Pitois s'il souhaite m'auditionner, il me dit que non, qu'il fait confiance à mon professeur. Donc là, évidemment, bah, extrêmement reconnaissante et je lui ai simplement dit dans mes souvenirs: «Bah, je ferai au mieux et j'espère que ça vous conviendra». Donc hyper contente évidemment, sachant que ça c'est assez ironique, je venais de vivre un événement pas du tout simple dans ma vie et vraiment quelques jours après cet événement et ben j'ai reçu cette proposition pour l'opéra. Donc il y a eu une espèce d'ascenseur émotionnel, très, très fort et moi, bah, les gens qui me suivent sur TikTok le savent très bien, j'attends toujours d'être sûre à 200 que les choses, bah, soient sûres justement. Donc quand j'ai su vraiment que ça y est, ça allait se monter et que j'étais prise, j'ai annoncé la nouvelle à tous mes proches, sur mes réseaux, j'étais trop, trop, trop heureuse. Et puis après, bah, a commencé une longue période d'autonomie, une autonomie musicale, puisque bah, les répétitions n'allaient pas commencer. Donc ça, ce que je vous ai décrit, ça s'est passé en octobre 2024. Et ensuite, les répétitions, elles n'allaient pas commencer avant fin avril 2025. Donc j'avais beaucoup de temps pour préparer les partitions, ce qui est une excellente chose. Mais là, j'ai découvert un stress que je connaissais pas. C'est que j'ai commencé déjà, j'ai pris tout le livret, j'ai regardé tous les moments dans lesquels j'intervenais en tant que Bacchis, c'était le nom de mon personnage, et vraiment j'ai relu, lu et relu le livret pour être sûre de ne pas me tromper. Donc c'était quand même une période assez stressante parce que même si au fond de moi je savais ce que je faisais, en plus j'étais briefée par ma prof de chant, bah, je me disais merde, j'espère que je fais ce qu'il faut quand même. Parce que en plus, souvent, il y a plusieurs versions des pièces d'Offenbach, notamment pour La Belle Hélène. Et je me disais, j'espère que j'ai bien choisi la bonne version parce que le chef d'orchestre, il était quand même pas mal occupé, je ne lui en veux pas du tout, donc il n'avait pas forcément trop le temps de répondre à tous les mails, ce que je comprends tout à fait. Donc on essayait un petit peu de se débrouiller par nous-mêmes. J'arrêtais pas de me dire, mais j'espère que je travaille comme il faut, j'espère que j'oublie rien dans la partition. Je me disais, t'imagines si t'arrives à la première répète et que il te dit, bon, alors Camille, Bacchis, on prend le premier air de je sais pas quoi. Quel air de je sais pas quoi? J'aurais l'air maligne, quoi. Donc je stressais un peu pour ça. Mais bon, a priori, j'avais tellement été précautionneuse. J'avais même, pour vérifier,
pas pour commencer mon travail, pour vérifier. En fait, j'avais regardé dans tout le livret d'opéra quand est-ce que j'apparaissais et j'avais vérifié avec ChatGPT. J'avais dit: «Peux-tu me confirmer que Bacchis apparaît, quasiment exclusivement dans l'acte 2, dans La Belle Hélène?» Et il me l'a confirmé, il m'a même fait un petit résumé sur Bacchis et cetera. Ça va, rassurée. Les seuls moments où l'autonomie a été rompue, c'était pour, essayer le costume. Parce que, bah, évidemment, vraiment en avance, il fallait commencer à confectionner les costumes. Il y en avait je ne sais combien à faire, puisqu'il y avait les 14 solistes sur scène qui devaient avoir un costume, plus à peu près 60 choristes, plus, des danseurs, ils étaient, je sais pas, une vingtaine, une trentaine, quelque chose comme ça. Donc, ça en faisait du monde. Donc très rapidement, je crois que c'est quasiment la semaine après avoir été, entre guillemets, «engagée», la costumière, m'a contactée, puis elle a pris mes mesures et cetera pour commencer à créer mon costume. Sachant que là, déjà, ce qui m'avait énormément séduite, c'est que je savais que ça allait être une mise en scène vraiment classique, au sens premier du terme. Classique parce qu'on était dans la Grèce hellénistique et classique au sens où on allait respecter entièrement ou quasiment entièrement, l'aspect, purement historique, de la mise en scène. On n'allait pas faire d'anachronismes ou alors des petits anachronismes parce que c'est Offenbach et parce que c'est rigolo, mais c'est tout. Donc ça, j'adore vraiment quand on se plonge dans une époque et que vraiment on respecte la très grande majorité des codes et qu'on est plongé dans complètement autre chose. Donc déjà là, j'avais été très heureuse de découvrir mon costume. En plus, alors les costumes étaient très colorés sur scène. Moi, j'adore porter de la couleur. Ceux qui me suivent sur TikTok aussi le savent. Donc très heureuse de voir ça et moi je savais que j'allais porter, une robe assez simple pour pas faire trop d'ombre à la reine. Mais déjà en tant que suivante, ouais, c'était classe, hein, ce que je portais, quand j'avais vu ma robe, une belle robe, couleur aubergine un petit peu et je savais qu'en plus j'aurais un beau chignon avec des dorures et tout. Elle m'avait dit: «Ça te va, hein, par contre faut pas faire trop d'ombre à la reine». J'étais là: «Mais ça me va parfaitement». Mais bon, bah, évidemment, au bout de plusieurs mois, au bout de plusieurs mois de gestation, ont eu lieu les premières répétitions et notamment la première répétition qu'on qualifie de musicale puisque, bah, on était amenés seulement à chanter entre nous, entre solistes, sans costume, sans mise en scène, sans rien, sans jeu théâtral, juste pour vérifier que musicalement, on était synchro. Et déjà là, je me rappelle, alors moi j'étais convoquée un petit peu plus tard par rapport aux autres. Ouh là là, j'ai toqué à la porte, j'ai ouvert, j'étais là: «Bonjour, je suis intimidée». Bon, j'avais pas cette tête-là, j'essayais quand même de faire preuve, d'assurance et cetera, mais j'étais quand même vachement intimidée parce que je me disais: «Ouh là là, je vais arriver au milieu de tous ces solistes pros». Moi, j'ai jamais rien joué d'aussi, «sérieux» entre très gros guillemets sur scène. J'étais un petit peu comme ça là, quand même. Et je suis rentrée, ils m'ont extrêmement bien accueillie. Alors au passage, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, tout ce que je dis, je le pense, c'est pas pour faire plaisir à Pierre-Paul Jacques, c'est vraiment que je le pense. Ils m'ont tous très bien accueillie, ils étaient déjà en train de répéter et puis, voilà, on s'est salués, tous ils étaient souriants, pas du tout intimidants, loin de vraiment des clichés des chanteurs d'opéra qui veulent écraser les autres ou quoi que ce soit. Je me suis assise à mon pupitre et est venu le moment où le chef m'a dit: «Bah tiens Camille, alias Bacchis, on va faire ton solo dans l'acte 2». Petit solo au passage, hein, c'est un personnage secondaire. J'étais là: «D'accord». Et là, bah, j'avais bien bossé et tout, donc j'avais confiance, je chante et je fais abstraction de toute ma timidité. Je me dis: «Allez, fais au mieux, là tu dois faire tes preuves, c'est la première fois, donc fais au mieux» et ça s'est, je pense, très bien passé, à la fin, je dis: «Excusez-moi, je suis pas extrêmement bien chauffée, donc les aigus sortent pas bien». Les aigus, c'est ma bête noire au passage en tant que mezzo-soprano. C'est ce que je travaille le plus en ce moment et là, tout le monde me dit: «Non, mais t'inquiète pas, tes graves, ils sont vachement beaux et tout» et je dis au chef, à Maxime: Ça vous ennuie si je poitrine, à tel moment?» Poitriner, c'est le fait d'envoyer le son un petit peu différemment pour les notes, les plus graves. Il me dit: «Mais très bien, fais comme tu veux, c'était très bien, on va retravailler ça comme avec tout le monde, mais pour une première, c'était déjà très bien, je suis content», Ouf! Donc déjà là, vraiment soulagement parce que je m'aperçois que j'ai bien travaillé ce qu'il faut, que ça a l'air globalement de convenir, même si bon, il y avait des petits changements à faire. Moi, par exemple, dans mes études de chant lyrique, on m'a toujours dit de rouler les R et là, direct, tous les collègues m'ont dit: «Ah non, par contre, nous, on roule pas ici, en tout cas pas pour Offenbach». Donc il y avait déjà des petites adaptations à faire. Mais déjà, enfin tous, voilà, très encourageants, pas du tout à écraser, genre Ah, tu fais quoi toi, la soliste amatrice avec nous? pas du tout dans ce mood-là, vraiment. Après, bah, j'en ai reparlé après coup avec un collègue, le collègue qui jouait Ménélas, et il m'a dit: «Tu sais, à la musicale ou même en toutes circonstances, certes, tu et tout comme nous, mais fais-toi confiance. Ne demande pas c'est pas un cours de chant lyrique. Toi, tu sais ce que tu as à faire avec ta technique, même si on apprend, toute sa vie. Toi, tu sais ce que tu as à faire et donc ne dis pas: Est-ce que je peux poitriner? Est-ce que je peux faire ci vocalement? tu sais ce que tu as à faire. Bien sûr, le chef, il est là aussi pour te briefer. Il y a plein de gens qui vont déjà te briefer pour que ça se fasse le mieux possible.
mais fais-toi confiance. C'est vrai que j'ai trouvé ce conseil, intéressant. Bon, on verra ce que je ferai, par la suite, mais ça m'a permis aussi de me dire: «Bon, même si, voilà, il y a des écarts, de niveau, dans le groupe, je peux me faire confiance». Et puis donc et bah, après cette musicale, on a attaqué les choses sérieuses, si je puis dire, puisqu'on a commencé à travailler le jeu de scène, à travailler la mise en scène, enfin tout ce qui avait un rapport avec l'aspect beaucoup plus théâtral. Puisque rappelons que là, c'était un projet d'opéra où on allait, jouer, une pièce, chantée quoi, très concrètement. Et donc là, il est arrivé notre metteur en scène qui s'appelle Ismaël Gutierrez, que j'ai beaucoup apprécié également. Je le salue si à tout hasard il passe par là, ça a été un grand plaisir de travailler avec toi. Et bah, au début, on était que entre solistes, donc les 14 solistes, 7 solistes principaux et puis 7 autres solistes, secondaires. On louait des petites salles et le but, c'était surtout, de se repérer dans l'espace, de commencer à mettre en place, des mises en scène et d'ailleurs, on se repérait grâce à des plots. Alors ces plots, ça me rappelait alors soit la maternelle, soit l'EPS. Très mauvais souvenir. Mais bon, le but, voilà, c'était de se repérer dans l'espace, de commencer à avoir une idée, assez précise de la mise en scène. Et c'était un boulot absolument passionnant, mais c'était aussi déjà très fatigant. On se rend pas compte, mais c'est un travail aussi très fatigant. Alors bien sûr qu'il y a pire comme taf, hein, aller travailler à l'usine, faire des jobs alimentaires, et cetera, et cetera. Pour autant, bah, pour chaque métier, à son échelle et bah, il y a des contraintes et c'est vrai que ça, c'est fatigant, faut retenir pas mal de choses, même si on prend des notes. Puis, bah, le soir, on a quand même dépensé beaucoup d'énergie, on est bien fatigué. Mais bon, bah, boulot super intéressant. En plus, c'était sympa parce que le midi, à chaque fois, on mangeait tous ensemble. Alors, il y a plein de gens pour qui, notamment en entreprise, c'est vraiment la bête noire de manger entre collègues. Là, j'avais de la chance, l'ambiance était quand même très bonne, donc c'était un plaisir de les rejoindre, pour le déjeuner. Et c'est là que j'ai eu notamment un énorme fou rire parce que Offenbach, c'est quand même, des jeux de mots délicieux, en plus d'être une musique, magnifique. Et le fait d'entendre les jeux de mots, d'avoir cette quand même cette petite, pression, de vouloir bien faire aussi quand c'était mon tour, le fait de voir ça enfin sur scène, de voir les collègues jouer ça, purée, il y a un moment où je suis partie en fou rire parce que c'est pas tout de le lire dans le livret, vraiment de voir les collègues jouer ça. Je me rappelle même plus quel, jeu de mots m'a fait, hurler de rire, mais j'ai encore les images où je suis morte de rire, c'était, du pur délice. Donc on a fait à peu près 2 ou 3 répétitions comme ça et puis après on a attaqué les grosses répètes avec quasiment tout le monde, où là on empruntait, une salle des fêtes, un gymnase, des grandes salles comme ça et où là il y avait le chœur en plus qui nous rejoignait. Vu que c'est un chœur amateur, ils pouvaient bosser avec nous que le week-end, hein, logique et puis, bah, les danseurs. Donc là, c'était hyper impressionnant quand j'ai vu ça la première fois, vraiment j'étais «Heu!» Moi de toute façon, j'avais l'impression d'être un bébé dans cette aventure. Cette aventure, on dirait que je parle d'une télé-réalité. Parce que mes collègues, ils avaient plus l'habitude forcément. Moi j'étais là: «Oh! Oh là là! Oh des danseurs! Oh il y a ça, il y a ça!» Parce que c'est la première fois que vraiment je participais à une production aussi importante. Donc voilà, c'était vraiment spectaculaire au sens premier du terme et surtout c'était splendide. Le fait de voir tout le monde répéter comme ça, même si c'était en préparation, les reportages de France 3 Bourgogne en ont témoigné puisqu'on a eu, France 3 Bourgogne qui nous a consacré, pardon, une petite série de reportages, dans la semaine du 12 mai et là aussi c'était, assez fatigant parce que là non plus on se rend pas compte, mais il y a tellement de stimulation visuelle, sonore, en plus on répète, on recommence des choses, on s'arrête, on recommence, que même quand on n'est pas sur scène, c'est fatigant. Et ça, on s'en rend vraiment pas compte. Mais on en parlait avec les collègues, mais le simple fait d'attendre que ce soit, notre tour, bah, c'est fatigant aussi. Et je me rappelle le soir quand je rentrais chez moi, j'étais trop heureuse, j'avais trop hâte d'y retourner le lendemain, mais en m'endormant, je revoyais, les chorés, je entendais les chants, vraiment je pouvais pas sortir de ça. Et c'est là aussi que je me suis rendu compte à quel point ce métier est exigeant et difficile. Je l'avais déjà appréhendé avant, mais je l'avais pas expérimenté. C'est quand même 2 choses différentes. Parce que alors certes, dans ce métier, faut y aller, petit à petit. C'est un métier quand même très difficile, exigeant, fatigant à son échelle encore une fois. Parce que, bah, quand on rêve notamment d'être soliste, voilà, on est tout de suite assez gourmand, on se dit: «Oh, qu'est-ce que j'aimerais incarner tel, grand rôle, incarner, Carmen» ou je sais pas. Et par contre, une fois qu'on est dedans, on se dit: «Ah ouais, non, il faut quand même retenir tout ça, faut être en forme, faut pas être trop, fatigué quand il y a ça, ça, ça». Et là, franchement, quand j'ai participé à cet opéra, je me disais: «Oh, qu'est-ce que je suis contente d'avoir un petit rôle». Bien sûr qu'à long terme, si ça se fait, on peut pas décider de l'avenir, surtout pas dans ce métier-là. J'aimerais incarner un plus grand rôle, des plus grands rôles, mais là, pour l'instant, petit rôle secondaire, ça me va très bien. Ça me va très bien parce que ça me permet de faire ce que j'adore, à savoir interpréter quand même un rôle de manière à part entière
et en même temps, j'ai pas trop de choses à retenir, j'ai pas trop de pression, j'ai pas en plus un costume qui est prise de tête, qu'il faut changer en coulisses avec une perruque ou je ne sais quoi. C'est simple, c'est efficace, je dirais, et là, à ce stade, ça me convient très bien. Bon, je crois que dans ce métier, plus que dans un autre, il faut vraiment y aller petit pas par petit pas et c'est très bien comme ça. Et de toute façon, alors ça m'a fait penser à ça pendant que je répétais. C'était Daniel Auteuil en interview, alors je sais plus s'il parlait du cinéma ou du théâtre, mais on lui avait dit: «Est-ce que ça vous est déjà arrivé de partager l'affiche avec un comédien qui était nul?» Il a dit: «Mais partager l'affiche, vous plaisantez, enfin, faut y arriver quand même à grimper là-haut, être en tête d'affiche, il y a pas de comédien nul par définition». Et je vois tout à fait ce qu'il veut dire parce que bon Dieu, pour y arriver à grimper là-haut, y compris dans l'opéra, faut y aller quand même. Donc là, franchement, je me disais: «Ouf, heureusement que j'ai un petit rôle». Bon, de toute façon, même pas dans mes rêves, on m'aurait donné un grand rôle comme ça d'emblée, et ça m'a pas du tout découragée dans mon ambition, hein, bien au contraire, mais ça m'a fait encore plus réaliser que les choses se font pas à pas et c'est totalement normal. De toute façon, on en parlait avec le metteur en scène que j'évoquais et il me disait: «Mais ces gens-là, c'est des athlètes, quoi». Parce que déjà, ils ont plein de choses à retenir, ils doivent se protéger vocalement pour pouvoir être puissants, pendant, 1 à plusieurs soirs. Ils doivent aussi potentiellement danser un peu, même si bon, souvent les chorés, elles sont pas très compliquées, il faut quand même faire ça en même temps. Faut voilà, faut marcher, faut parler fort, c'est quand même, vraiment crevant, quoi. Et je me rappelle que pendant ces grosses répètes là où on était dans des gymnases, dans des choses comme ça, j'avais un peu de mal à raccrocher les wagons. Parce que moi donc j'apparaissais pas énormément, même si j'étais soliste. J'apparaissais surtout dans l'acte 2, c'est vraiment là que je chantais. Et le metteur en scène m'a rajouté dans d'autres scènes des 2 autres actes, où on me voyait seulement, où je parlais pas ou alors où je chantais mais avec le cœur. Et là, je me rappelle, je me disais: «Ouh là là, là, on est dans quel acte? On est dans l'acte 1, l'acte 3, qu'est-ce qu'on fait?» Et après ça s'enchaîne et machin, ça, j'avais un petit peu de mal et il y a que dans les dernières répétitions où, bah, c'est logique parce que comme c'était des répétitions générales, on enchaînait tout, on faisait un gros filage. Il y a que là où j'ai vraiment compris et intégré l'unité de l'œuvre, pleinement, quoi. Puis, bah, après sont venues, bah, justement les répétitions au Zénith. Alors là, ça a fait tout drôle, hein. Le premier jour quand je suis arrivée, j'ai dit: «Ouh là 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 là, ça se rapproche». Alors j'avais trop hâte. Au passage, ça a eu lieu au Zénith, je présume parce que le Lab Opéra ne peut pas financer une production, dans un opéra à proprement parler, je parle du lieu cette fois-ci. Mais il a fallu quand même s'habituer à une chose qui est pas habituelle quand on chante de l'opéra, c'est d'être microté. Parce que le Zénith, bah, c'est pas une salle qui est faite pour chanter de l'opéra à l'origine, l'acoustique n'est pas faite pour ça. Donc il a fallu avoir des micros, c'était des petits micro-casques, hein. C'est marrant parce que quelques semaines avant, j'avais participé à Tout le monde veut prendre sa place par ailleurs, et on avait exactement les mêmes micro-casques. Moi, je me rappelle que sur scène, j'avais quand même cette espèce d'angoisse, alors là, qui était pas fondée, hein, mais j'avais peur que ça grésille, que le son il soit pas bon. Au début, j'arrivais pas trop à me lâcher complètement parce que je me disais: «Mais si je prends ma voix d'opéra, ça va pas être compatible avec le micro», alors que si, c'était étudié pour, c'était fait pour évidemment. Et un truc où j'ai 2 choses où j'ai eu du mal, c'est sur le plan du théâtre. Alors déjà, moi, j'ai jamais pris de cours de théâtre, j'aime beaucoup en faire, mais j'ai jamais pris de cours. Donc il a fallu là déjà que, j'apprenne aussi un peu mieux à jouer, même si je pense que je me débrouillais pas mal à l'origine, mais il a fallu, aussi que j'apprenne à mieux jouer. Ce qui a pas été simple, notamment par rapport à ça, c'est déjà de jouer avec des micros, parce que je me disais: «Non mais vu que j'ai le micro, j'ai pas besoin de parler fort comme si j'étais sur une scène de théâtre». Alors que si, il fallait quand même que je parle fort. Et puis autre chose, et ça je pense que justement c'était entre autres le fait qu'on soit microté qui justifiait ça, dans ma tête, fallait pas que je tourne le dos au public parce qu'au théâtre, normalement, on ne tourne pas le dos au public. Et le metteur en scène arrêtait pas de me dire: «Si, si, mais tu peux te tourner, hein, vraiment, tu peux être de dos et tout, il y a pas de souci, t'en fais pas». Notamment parce qu'on avait les micros et que là, on pouvait se le permettre, le son allait pas être, pas saturé, comment on dit, camouflé. Tout ça, il faut quand même que j'aborde un aspect extrêmement agréable qu'on va appeler l'aspect détente. Vie de star entre très gros guillemets, même si j'ai pas pour autant, pris la confiance, comme on dit dans le langage courant. Alors ça, franchement, c'était pas désagréable. Déjà, ça peut paraître très anodin, dans le monde des artistes, mais le fait d'avoir une loge, certes, cette loge, je la partageais avec des collègues, mais c'était tellement agréable. Enfin, rien que quand vous rentrez dans la loge, qu'il y a votre nom décrit et marqué loge de telle personne et votre nom. Ouh, ça fait trop plaisir. Puis en plus, bah, la grande loge, quoi, avec en plus salle de bain, j'arrête pas de dire en plus, pardon, salle de bain, frigo et compagnie. Et puis bah, des grands miroirs avec, vous savez, les petites lampes autour, là, ça fait très ambiance cinéma. Le catering tous les soirs, le catering, c'est la cantine avant la scène, catering absolument délicieux, mais c'était super bon, le traiteur, vraiment, c'était un festin tous les soirs.
Puis, au niveau nourriture encore, thé, café, petits gâteaux à volonté toute la journée, dans les cuisines, ce genre de choses. Puis rien que le matin quand j'arrivais, avec ma voiture, que je rentrais dans le Zénith, je disais: «Bonjour, je joue tel personnage, est-ce que je peux entrer?» «Oui, oui, allez-y», ça faisait très, VIP. Plus, les places en carré or que j'ai pu avoir, que tous les solistes ont pu avoir et dont ils ont pu faire profiter leurs proches, ça aussi vraiment, ça faisait très «petite vie de star» entre guillemets. Ah et puis ça, je me rappelle comme si c'était il y a 50 ans, mais il y avait des affiches de La Belle Hélène dans tout Dijon. Si vous habitez Dijon, vous êtes sûrement tombés dessus. Il y avait des grandes affiches de partout, des grands, sur les grands panneaux publicitaires, des choses comme ça. Mais de toute façon, je me rappelle que la semaine juste avant, de jouer, parce qu'il y a eu 2 représentations, donc les 17 et 18 mai 2025, c'était il y a pile un mois, ça a été une semaine de dingue dans ma vie. Parce que déjà alors par ailleurs, j'ai participé à Tout le monde veut prendre sa place, je posterai des vidéos à ce sujet ici et ça a été diffusé le lundi 12 mai et j'avais chanté en plus de l'opéra à la télé, bon pas longtemps, mais dans le cadre du jeu, j'avais chanté un peu. Donc déjà ça, c'était trop cool et puis après il y a eu toute la semaine de répétition au Zénith et après, évidemment les 2 représentations. Franchement, c'était une des plus belles semaines de ma vie, c'était incroyable. Et puis, toujours ça, j'insiste dessus, hein, franchement, la bonne entente avec les collègues, bonne ambiance, tout ça, beaucoup de rigolade. Et il y avait notamment la chanteuse principale qui jouait Hélène, son prénom c'est Halima, je t'embrasse aussi si tu passes par là, par le plus grand des hasards. Et souvent on était en duo vu que j'étais sa suivante dans l'histoire. Et trop sympa, enfin elle m'a donné plein de conseils pour le chant. Il y a même une fois où on mangeait justement au catering et je lui parlais d'un problème que j'ai par rapport à des aigus, elle est aussi mezzo. Puis après, elle m'a briefé dans sa loge, elle a pris ce temps-là pour m'aider, enfin c'était beaucoup trop gentil. Et tout ce que j'évoque évidemment, c'était loin d'être désagréable, belle litote, et puis en plus ça a aidé aussi à se détendre, parce qu'on va pas se mentir, plus les répétitions avançaient, surtout la dernière semaine, plus on sentait quand même le stress monter collectivement, c'est logique, autant que l'adrénaline, mais le stress commençait aussi à monter. En fait, plus les choses prenaient forme, plus c'était évidemment magnifique à observer, plus on était fiers de notre boulot. En plus, il y a eu les décors aussi après au Zénith qu'on a découvert, ça j'en ai pas parlé. Mais il y avait tous les décors avec des belles colonnes grecques, comme j'ai ici avec mon vase. Mais évidemment, le stress montait aussi. Et d'ailleurs, notre metteur en scène nous a dit quelque chose de très important au début des répétitions. Il nous a dit, voilà, par essence, le Lab Opéra rassemble des personnes de niveaux différents, d'âges différents, aussi avec des expériences de la scène différentes. Pour autant, je vous demande de continuer à vous respecter les uns les autres, de continuer à être bienveillants entre vous. S'il y a des personnes qui se trompent ou qui ont plus de mal à enregistrer des choses, voilà, continuez d'être respectueux. Si jamais aussi il y a des trous de mémoire sur scène, essayez d'aider le copain, essayez d'improviser. Et je l'ai remercié pour ça parce que j'ai trouvé que c'était quand même très important de le rappeler, même si on n'aurait pas forcément eu besoin, mais c'était important de le rappeler malgré tout. Et par ailleurs, moi, par rapport à tout ce qui est stress et tout ça, j'avais super peur de me faire mal. Je me rappelle, c'est la première fois que j'ai eu peur comme ça, de me faire mal juste avant un événement comme celui-ci. Alors je parle vraiment là au sens physique du terme, c'est-à-dire que j'avais peur dans le pire des cas de me casser quelque chose ou même de me fouler une cheville. J'avais peur aussi d'être malade pile pour les représentations, donc je faisais quand même pas mal attention à ce que je mangeais. C'est-à-dire que chez moi, j'ai acheté durant cette période quasiment zéro nourriture transformée, je faisais tout moi-même. Déjà habituellement, j'ai tendance à tout faire moi-même, mais là vraiment, j'étais peut-être un petit peu psychorigide, mais j'avais peur d'acheter de la bouffe transformée, quoi. Pourtant, le risque zéro n'existe pas dans tous les cas, mais ça me rassurait de faire les choses moi-même. J'avais peur aussi évidemment de choper le virus de 2020, j'ose pas trop prononcer son nom sur internet parce qu'on peut se faire facilement strike, bref. J'avais peur aussi, c'était la période où il y avait des allergies, des choses comme ça. Et moi, pile la semaine avant les représentations, j'ai eu une oreille qui avait tendance à se boucher. Et ça, j'étais un peu inquiète. Peut-être que le stress a créé ça, d'ailleurs, j'en sais rien, mais à mon avis, c'était plutôt les allergies, les choses comme ça. J'en avais parlé à ma prof de chant, elle m'a dit, alors je vous rassure, continuez à chanter comme si de rien n'était. Moi, une fois, j'avais des 2 oreilles bouchées. J'ai jamais aussi bien chanté. Et je pense que malgré tout, ça m'a pas empêché effectivement de faire une bonne prestation sur scène. Donc, de toute façon, je pense que c'est assez rare qu'on soit parfaitement en forme pour aller sur scène. Si vraiment ça va pas, faut pas y aller, bien sûr, faut annuler. Mais faut se faire remplacer, mais à mon avis, on n'est jamais complètement en forme. Donc ouais, j'avais quand même un peu peur de tout ça, d'autant qu'avec le stress, alors ça c'est un peu un cercle vicieux, nos gestes ont tendance à être plus brusques, y compris quand on est à la maison, parce que je sais pas, on a peur d'arriver en retard ou je ne sais quoi. Et moi, je me suis surprise chez moi à être plus maladroite que d'habitude, à renverser des choses, à casser des choses, bon rien de grave, mais j'étais plus tendue dans mes gestes par rapport à d'habitude. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas pour rien que j'ai un collègue qui lui s'est quasiment foulé la cheville et une des metteuses en scène, enfin une des assistantes du metteur en scène qui elle s'est cassé le petit orteil.
Malgré tout, évidemment, on en est venu aux 2 représentations, les 17 et 18 mai. Bah, là, évidemment, c'était mémorable. Alors rien que quand on se préparait, on entendait en loge cette fameuse voix qui disait, «Mesdames, messieurs les artistes, veuillez nous rejoindre sur le plateau, le spectacle va commencer». Ça déjà, ça fait trop plaisir, c'est très excitant, en écho à ce que je disais, tout à l'heure. Et parce que le spectacle nous est retransmis, dans les loges, alors pas via des télés, mais il y a des haut-parleurs ou comme ça, on sait où ça en est, pour être sûr de pas arriver trop tard, hein, ça serait ballot. Et je me rappelle assez précisément du moment juste avant que je monte sur scène pour la première fois à proprement parler, mais où j'allais chanter seule. Où, il y avait en fait, c'était au tout début de l'acte 2 et il y avait une espèce d'entracte juste avant, musical. J'attendais comme ça et même si, pour l'instant, je suis pas trop traqueuse, je me disais: «Ouh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait?» Ça me faisait le même effet que quand on prend un grand 8 et qu'on se dit: «Pourquoi je suis montée? C'est pas possible». Mais pour l'instant, c'est ça qui est bien. C'est pour l'instant, hein, vraiment, je stresse en général pas mal à partir de ce moment-là et pas trop avant. Puis après, bah, je suis montée sur scène et ce qui est dur, je trouve, c'est marrant, c'est la première respiration. Puis après, bah, c'est, tellement incroyable sur scène de chanter de l'opéra comme ça, d'interpréter cette musique qui est magnifique et puis en plus, d'être accompagnée de camarades de jeu, tels. Bon, évidemment, grand moment d'émotion sur scène, même si bon, j'essayais de m'appliquer au maximum, que j'étais concentrée sur ce que je faisais. Parce que ce qui était d'autant plus excitant, c'est qu'il y avait aussi bah, des proches à moi qui étaient présents, notamment le dimanche. Il y avait pas mal de personnes que je connaissais qui étaient présentes et ça contribuait à l'excitation. Il y avait notamment ma mère de cœur, qui était présente le dimanche. Alors, cette femme, on se considère comme mère et fille, spirituelle. C'était ma prof quand j'étais plus jeune et on s'est entre guillemets «adoptés» et là, c'était tellement symbolique qu'elle vienne, elle était super fière et tout. Je franchement, j'avais trop l'impression d'être, dans Billy Elliot à la fin du film quand, il y a des proches à lui qui viennent le voir et qui disent: «J'aurais raté ça pour rien au monde». Ça peut paraître assez prétentieux comme comparaison, mais c'est un peu l'impression que ça m'a fait. Et puis, bah, en raison de tout ce cocktail d'émotions, vraiment très particulier, très singulier, je me suis effondrée dans le bon sens du terme sur scène le samedi soir, puisque après avoir salué, pendant les applaudissements, pendant les remerciements et bah, j'ai commencé à pleurer à chaudes larmes. C'était des larmes de joie, hein, des larmes d'immense joie. Au début, j'ai juste senti les larmes qui me montaient aux yeux, puis après j'ai commencé à sentir que je sanglotais vraiment, je pense que c'était vraiment, oui, le résultat de tout ce cocktail d'émotions et c'était un moment, très intense, là aussi. En plus, je suis pas quelqu'un qui pleure forcément facilement, mais là, c'était plus fort que moi, vraiment, j'étais, submergée par l'émotion. Et puis, bah, le dimanche, on a partagé un dernier moment ensemble avec les collègues après la représentation. On était vraiment tous ensemble et puis on a partagé, voilà, un petit moment chaleureux avec des boissons, de quoi grignoter et cetera. Et là aussi, c'était assez émouvant parce que, bah, on se disait tous au revoir. En plus, on n'habite pas tous, Dijon, la plupart habitaient aux 4 coins de la France. Il y en a qui se disaient au revoir et on rigolait parce qu'on aurait dit que les gens partaient à la guerre ou que vraiment il y avait un truc horrible alors qu'on se disait simplement au revoir. Ça aussi, hein, c'était très émouvant. Il y a des gens qui ont bien versé leurs larmes aussi à ce moment-là, c'est tout naturel. Donc voilà, évidemment, bah, si je dresse le bilan de cette première expérience en tant que chanteuse d'opéra, bah, il est extrêmement positif. Franchement, je pouvais pas rêver mieux parce qu'encore une fois, voilà, c'était un petit rôle, mais où j'étais quand même soliste, donc c'était pas non plus trop ambitieux, c'était pile, ce qui me permettait d'aller à mon rythme. En plus, c'était quelque chose de très comique, donc je trouve que c'est quand même plus facile, ce n'est que mon avis, de rentrer pour commencer dans des pièces comiques que direct dans de la tragédie où vraiment là, on a quand même beaucoup de pression parce que faut surtout pas rater quoi que ce soit, sinon, bah, tout le tragique est, gâché. Là aussi, bien sûr, l'aspect comique peut être facilement gâché, mais bah, ajouter du comique au comique, ça peut éventuellement passer. Donc c'était des conditions parfaites avec, voilà, une bonne ambiance, comme je l'ai dit, pas de pression, sérieux mais sans pression, c'était vraiment parfait. J'ignore quelle tournure prendra ma carrière parce que c'est un métier très difficile, encore une fois, où voilà, il y a peu d'élus. Je sais pas du tout si j'arriverai à poursuivre dans cette voie, dans tous les sens du terme. Pour autant, je pense que notamment quand on est artiste, il faut savoir se réjouir du présent et là, bah, je suis très heureuse de ce qui s'est passé il y a maintenant un mois. À l'heure où je parle, c'était il y a pile un mois qu'on a présenté tout ça. J'en suis très heureuse. Il y aura d'ailleurs, bah, comme je l'ai dit au début de la vidéo, une captation pas une captation, pardon, une diffusion. La captation a eu lieu justement, une diffusion télévisuelle le 25 juin sur France 3 Bourgogne à 23h45. Ça sera aussi disponible en replay sur le site et je crois que le site est accessible à tout le monde. Donc je suis très heureuse de ça aussi, même si évidemment la diffusion est assez niche. Ça me rend très heureuse quand même de me dire qu'effectivement, l'opéra sera diffusé parce qu'on n'en était pas sûr. Sur ça, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, ça aide mon algorithme. Et puis évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Camille Artis, c'est une plateforme qui s'étend sur plusieurs réseaux sociaux. Et ici, sur YouTube, bah, il s'agit du contenu long, naturellement, ce qu'on peut appeler le contenu long. Alors que sur mes autres réseaux, notamment TikTok, où je suis très active,
Je poste quasiment tous les jours du contenu court, donc qui dépasse pas en général 5 minutes et je vous invite à me suivre si vous voulez avoir du contenu quotidien. Si vous n'avez pas TikTok, vous pouvez me suivre sinon sur Instagram ou Facebook. Oui, moi j'utilise encore Facebook parce que c'est quand même bien pratique. Je poste sur ces plateformes quasiment le même contenu court que sur TikTok, mais c'est quand même sur TikTok que je suis le plus actif, c'est là que je conseillerais à tout le monde de me suivre. Et en général aussi, je poste le contenu court de ces plateformes dans les shorts YouTube, mais pas toujours. Donc pour résumer, suivez-moi principalement si vous le pouvez sur YouTube et TikTok. Contenu long et contenu court. Pour ce qui est du chant lyrique spécifiquement, j'ai ma page professionnelle pour l'instant que je me suis créée uniquement sur Instagram. Peut-être qu'elle s'étendra à d'autres plateformes. Par ailleurs, j'ai un autre compte qui s'appelle Sophie Enquête en 3 mots, sur lequel j'aborde des sujets de réflexion plus ou moins légers. Et là, de même, ce compte est sur diverses plateformes, donc que ce soit YouTube, TikTok, etc. N'hésitez pas également à le rejoindre si ces sujets vous intéressent. Et je vous dis à très bientôt sur mes différents réseaux. C'est parfait, ça rime.